c'est Olivier Bouillard qui fait un grand reportage ici. Merci pour la parole. Voilà, merci pour cette occasion de parler directement. Nous allons parler du combat, essentiellement de la compréhension même de la chose. Parce que le combat aujourd'hui, comme pour ceux-là qui ont reçu les flyers, on parle de phénomène, c'est-à-dire d'un événement social de grande envergure et qu'il faut absolument que nous essayions en grosso modo essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment nous sommes arrivés à cet état de choses. Premièrement, moi, ma première, si vous voulez, rencontre avec des combattants fut vers les années 90 aux États-Unis, à Los Angeles, où j'ai eu la chance de rencontrer pour la première fois des gens qui parlaient du pays. Bien qu'étant fils d'un politicien, mais et avoir bien sûr été autour de la politique toute ma vie, mais je n'ai jamais pris position. C'était juste écouter les histoires, les réflexions et tout ça. Mais c'était pour la première fois en 90, j'ai rencontré 3 jeunes Congolais. Ils étaient dans leur vingtaine à l'époque, 27 ans, 28 ans. Et je me rappelle de 2 noms, il y avait Tsaka Kanida et il y avait un certain Moki Mokwala. Ils étaient tous à l'époque membres de l'UDPS. Et quand ils faisaient les réunions, moi j'étais le plus jeune, alors ils s'asseyaient au salon chez le vieux Tsaka, ils parlaient politique, qu'il fallait renverser le gouvernement de Mobutu. Et je me rappelle toujours de la phrase que Vieux Moki disait, il me dit, petit frère, le jour que nous allons renverser Mobutu, vous allez aller dans les endroits comme Massina, il y aura des gens, il y aura du pain, il y aura à manger pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est allé directement dans ma tête parce que je me rappelle dans ma jeunesse, mon adolescence, j'aimais beaucoup le football. Et parfois, nous jouons avec des équipes qui venaient des quartiers qu'on peut appeler des quartiers défavorisés. Et une fois, il y avait une compétition entre moi et le meilleur joueur de l'autre équipe. Et cette rivalité a engendré une amitié. Alors, une fois, je suis allé chez lui, il m'offra à manger. Et jusqu'en regardant la configuration de cette nourriture, je savais je pouvais déterminer qu'il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de ceci. Mais comme c'était un ami que j'aimais beaucoup, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire cette nourriture-là? Moi, je ne peux pas manger ça. Je lui ai demandé s'il y avait du piment. Alors, il dit, oui, il en a. Et j'ai pris presque toute la bouteille de piment, j'ai renversé ça dans la nourriture, et c'est comme ça que j'ai pu manger cette nourriture. Donc, ce sont des événements comme ça qui m'ont révolté. Alors, en rentrant chez moi à la maison, je me demandais, mais ces gars, moi et lui, on n'est même pas séparés à 1 kilomètre. Comment il y avait ces contrastes, si je parlais de contrastes, ces petites différences. Pourtant, pourquoi il y avait cette différence majeure entre des personnes qui n'habitent même pas à 1 kilomètre de différence? Voilà donc, c'est essentiellement cet esprit de révolte et qu'on a vu aussi dans la diaspora actuelle. Et ça a commencé, bien sûr, s'il faut politiser ça, avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Rappelez-vous, nous disions à l'époque que Mobutu Tambwa a au pouvoir. Et je me rappelle, il y a 4 ans, quand je suis allé au Congo, j'ai eu un échange avec Bomboko Lukumba. Alors il me dit, mais vous avez dit que chanson Mobutu, vous allez mettre même un chien. Et il a commencé à rire, parce qu'il ne voulait pas dire que celui qui est au pouvoir, c'est un chien. Voilà. Donc, tout ça, et si nous entrons aussi dans le domaine purement anthropologique, sociologique, tout ça, avec la diaspora, vous vous souvenez, avant 1974, l'économie du Congo était bien. De 1974, après la chute du marché de cuivre, l'azérianisation, un projet qui a aussi échoué. Alors, on a vu dans un premier temps, les Congolais de la diaspora
ont commencé à demander l'asile, à rester pratiquement après la fin des études. Vous vous souvenez, avant, quand quelqu'un allait, il revenait après ses 5 ans. Mais c'est à partir de 75, 76 que maintenant il y a eu de vagues. Il y a eu même des Congolais qui traversaient à Brazzaville, parce qu'à l'époque, les Congolais de Brazza n'avaient besoin que d'un laissez-passer pour aller en France. Alors, la vague a commencé de la diaspora. Mais maintenant, 20 ans plus tard, ces mêmes gens qui étaient partis soit à l'aventure ou bien qui ont changé pratiquement de vision de la vie tout en étant dans la diaspora, ont commencé à voir que bon, j'ai maintenant 35 ans, 40 ans, 45 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout en tenant compte des réalités occidentales, notamment le racisme, ce qu'on appelle le plafond vert, tout ça. Ils ont commencé à se dire, où est-ce que je vais passer ma retraite? Où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 20 ans? Et ça a aussi contribué, si vous voulez, dans un sens, à générer ou à créer ces mouvements qu'on appelle aujourd'hui les combattants. Donc je n'entre même pas dans l'aspect qui est purement politique, c'est-à-dire la gabégie des Joseph Kabila, le meurtre, les assassinats, tout ce qu'il y a comme mots que nous critiquons chaque jour, on ne va même pas dans les sens là. Donc, quand vous voyez, c'est complexe, hein, c'est tous ces éléments maintenant, vous mettez ensemble, vous avez un pouvoir qui est tortionnaire, qui tue sa propre population, qui vole, qui est kleptocrate, de kleptocratie si vous voulez, un pouvoir qui vole dans sa propre maison, c'est ça le mot kleptocratie, donc quelqu'un qui vole chez lui. Alors tout ça, maintenant, ensemble avec, sociologiquement, les gens étaient fatigués et ça a créé cette effervescence qu'aujourd'hui, ça produit le mouvement combattant. Et bien sûr, il faut aussi donner éloge aux gens comme Dr Mwamba qui ont suffisamment écrit des livres, qui ont réveillé Dr Mwamba, il y a Honoré Ngwanda, des gens comme ça, qui ont produit des éléments scientifiques qui ont permis aux gens de se dire, tiens, finalement, il y avait un problème du Rwanda, les Rwandais cherchaient une sorte d'hégémonie régionale et aussi économique, si vous voulez, en allant au Congo pour essayer de devenir maître des ressources naturelles du Congo, bien entendu. Donc vous voyez, tout ça a créé, généré une colère et voilà, les gens ont commencé à revendiquer. À l'époque, il faut donner aussi un coup de chapeau à l'Internet, à la technologie. Nous avons vu des sites qui ont commencé à l'époque de notre ami d'ici, c'est Congo 2000, qui était... À l'époque, il n'y avait pas encore vraiment une polarisation, c'était juste des sites qui nous permettaient d'aller avoir des informations. Il y a eu notamment Congo Vision, Congo Indépendant de la Belgique, tout ça, qui nous mettaient ensemble. Et bien sûr, le site que moi aussi j'avais lancé, Congo Inter à l'époque, vers 2005. Et nous tous, nous avons commencé à écrire, à parler, et jusqu'à ce que, vous savez, quand les gens se mettent ensemble à discuter, les choses prennent naturellement une forme. Et c'est cette forme-là, plus tard, qui a été récupérée par Londres. Ils ont commencé maintenant à poser des actions, notamment